Ben, bonjour tout le monde. Merci Denis de m'avoir invité à venir parler de mon passe-temps, l'astrophotographie de paysage. Moi, je suis astronome amateur depuis une quarantaine d'années. C'est toujours les ciels et la beauté des ciels étoilés qui m'a tenu intéressé à ça. Et puis, depuis une trentaine d'années, je prends des photos de paysages, mais je dirais que depuis les 6 dernières années, ça occupe de plus en plus de mon temps, grâce au développement technologique, je dirais. Rapidement, un petit plan de ma présentation. Quand on fait de l'astronomie, de l'astrophotographie de paysage, ben, c'est qu'est-ce qui fait une belle image? Là, vous présentez un peu là, ce que je recherche, moi, quand je fais de la photo. C'est quoi l'équipement que j'utilise? C'est quoi les emplacements que je regarde? Une fois qu'on est équipé, qu'on s'est déplacé sur place, ben, quelle technique de prise de vue on peut utiliser pour tirer le maximum de notre session? Et évidemment, une note sur le post-traitement. Une fois rendu à la maison, bien au chaud, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos photos? Donc, qu'est-ce qui fait une belle image? Mais ça, c'est sûr, on est quoi, combien aujourd'hui? On est 80 certains, là. Il y a 80 définitions de ce que c'est qu'une belle image, hein. Moi, quand je regarde les photos de paysages astronomiques, il y a beaucoup de gens là-dedans qui viennent soit de l'astronomie, qui font du paysage astronomique, ou des photographes qui s'intéressent à l'astrophoto. Puis généralement, en tant qu'astronome amateur, quand on fait ça, on met beaucoup d'accent sur le côté technique. On veut une image qui a un beau piqué, qui a peu de bruit, qui a une bonne luminosité, qu'il n'y a pas trop d'aberrations. Et puis on essaye de joindre à ça un petit peu le côté artistique, composer une image, avoir des images, on vous lit ça dans tous les livres photos, d'introduction à la photo, avoir des photos qui racontent une histoire. Bon, fait que qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Euh, ben, en tant qu'astronome amateur, on aime ça avoir des images détaillées de la Voie lactée. Oh, ça marche de même, oui. On peut voir un peu des nébuleuses qui ont encore gardé leur couleur, bien des détails dans les zones sombres de la Voie lactée, tout ça. Mais une belle image de la Voie lactée toute seule, ça n'a pas, je trouve, autant d'impact que quand on rajoute un avant-plan, où là, justement, ça commence à un petit peu raconter une histoire. On voit là, on est dans une campagne, il y a un beau champ de foin en avant, on a des montagnes sur chaque côté, il y a la petite maison là-bas, une maison de ferme, il y a de la lumière dans la maison. Donc, ça raconte un peu une histoire. On sait qu'on n'est pas au Chili ou quelque chose avec une photo comme ça. On sait qu'on se trouve en quelque part au Québec. Autre chose qu'on photographie souvent, les conjonctions. Lune, Vénus et Mercure sur celle-là. Juste dans le ciel comme ça, c'est super beau à voir, effectivement. Mais quand on peut rajouter un peu d'avant-plan, ben là, tout de suite, on peut sentir pratiquement le fret que je ressentais quand j'ai pris cette photo-là. Fait que ça ajoute un petit peu. Même chose ici. Euh, Ici, c'était Mercure, non, c'était Vénus, Jupiter et Mars. Et puis, on voit que ces photos-là, on n'a pas besoin d'aller loin, là. On n'a pas besoin d'un ciel blanc, d'un ciel noir, c'est-à-dire, on peut être en plein centre de Montréal. Puis, comment? Un ciel orange, oui, fait bien l'affaire. Donc, c'est ça. L'équipement. Euh, Moi, la façon que j'aborde l'astrophoto de paysage, il ne faut pas que ça soit compliqué, il ne faut pas que ça coûte cher, il ne faut pas que ça prenne trop de temps, hein. J'aime ça, être sous les étoiles, observer. Il ne faut pas que ça soit trop technique, que je passe une demi-heure à arranger l'équipement, là. Fait que moi, mon équipement, la seule place que je me suis permis de dépenser un petit peu plus, c'est sur la lentille. Parce que
dans les années 80, hein, on disait dans l'argentique, peu importe le boîtier qu'on prend, là, ça a beau être le plus beau boîtier qu'on prend, c'est l'objectif qui fait l'image. L'objectif, il est juste là pour tenir le film. Bon, c'est encore pas mal vrai aujourd'hui. C'est l'image. L'image est faite par la lentille. Le boîtier, avec son capteur, il est là pour la récupérer. Fait que, une bonne lentille, je pense que c'est la base. Là, si on veut faire des belles photos. Ça demande toujours qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, j'aime ça faire des 16 par 24. Je ne peux pas faire ça avec mon téléphone cellulaire. Fait que c'est pour ça que ça prend une petite lentille qui est capable de le faire. Un bon trépied, il n'y a rien de plus plate que d'être dans le noir. On a fait 2 heures de route, puis là, notre trépied, il y a un petit ajustement qui est plus là, puis là, on est dans le noir, puis là, ça ne marche plus. Non, ça, c'est vraiment l'enfer. Évidemment, un appareil photo. Combien il y en a qui ont des appareils à objectifs interchangeables dans la salle? C'est ça. J'ai la réponse, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. À date, là, on sait que les appareils cellulaires, ils ont des lentilles maintenant. Là, sur un cellulaire, on a des lentilles ouvertes à f1.8. On peut faire des RAW avec les cellulaires. Mais il reste qu'un appareil photo DSLR ou sans miroir, c'est encore la meilleure façon là, de prendre des photos. Tout le monde en a ça, je veux dire, fait que c'est facile de faire de l'astrophoto de paysage avec ça. Monture équatoriale, point d'interrogation. C'est sûr que ça ajoute beaucoup de qualité à l'image si on est capable de faire un suivi des étoiles, parce que si on ne fait pas le suivi des étoiles, les étoiles bougeant, hein, on est limité à des temps de pause de 15 secondes, 20 secondes. Fait que qu'est-ce qu'on peut ramasser en 15 secondes, 20 secondes? Des fois, ça pas énormément de signal, fait qu'il faut compenser. Pour moi, l'important, c'est que ça doit être absolument, comme on dit en bon français, grab and go. Là. Moi, mon setup, il ressemble vraiment beaucoup à ça, là, pas tellement à ça. C'est un appareil photo sur un trépied, tout simplement. Les lentilles. La lentille que j'ai achetée vraiment spécifiquement pour faire de l'astrophoto de paysage, c'est la Samyang 16 mm f2. Vraiment merveilleux. Samyang, c'est une compagnie coréenne que ça fait 5-6 ans qui font des lentilles sur le marché, qui mettent des lentilles sur le marché. C'est focus manuel. Fait qu'en astrophoto, on s'en fout. On n'a pas besoin de focus automatique. Celle-là, elle est pour les boîtiers APS-C. Moi, j'ai 2 boîtiers que j'utilise pour l'astrophoto. C'est 2 Pentax, un K5, un K50. C'est des formats APS-C. Et cette lentille-là elle est pour les boîtiers APS-C. Fait que quand vous cherchez des lentilles Samyang, tout le monde vous dit allez pour la 14-2.8. 14-2.8, c'est juste, on voit juste du monde avec la 14-2.8, parce que la 14-2.8, elle est full frame. Mais quand au lieu de 2.8, ici, on a f2. Fait que c'est 2 fois plus lumineux. Fait que c'est beaucoup mieux. Oui. Oui, il y en a, n'importe quoi. Nikon, Canon, Fuji, Sony, Samyang, ils font pour tout le monde. Avec la 16, il rentre complètement, mais juste. C'est 50 degrés. C'est 50 degrés par 70 à peu près, sur un APS-C. Fait que c'est ça, 16 mm f2 au lieu de f2.8, on gagne 2 fois plus de lumière. Et c'est une lentille, quand on regarde les lentilles, évidemment, plus il y a de lettres comme ça après la focale, là, EDAS, là, ED, hein, ça incorpore des éléments extra low dispersion, ça corrige les aberrations chromatiques, et AS asphérique. Elle ne s'adapte pas, c'est-à-dire que Samyang l'a fait en monture Canon, il l'a fait en monture Nikon, il l'a fait en monture Fuji, Sony, il est fait pour tout. C'est ça. Vous commandez, vous allez chez Photoservice ou votre magasin ou sur Internet, vous dites, moi j'ai une Canon, je veux la Samyang 16 mm pour ma Canon, ou ma Nikon, ou whatever. Avec les taxes puis tout, ça m'a coûté 500$. Moi j'ai celle-là dans le Samyang, j'ai la 135 f2 dans le Rokinon, mais puis il y a la Bauer aussi, B-A-U-E-R, c'est toute la même compagnie. Oui. Les trépieds. Ça, c'est des trépieds, là. C'est tous des achats relativement récents. Il n'y en a pas un qui m'a coûté plus que 25$ sur Kijiji.
Ouais. Puis ça, c'est le trépied Manfrotto 144 avec une tête 168. Pour être confortable, c'est sûr, c'est bien le fun. Quand on passe une soirée, là, d'avoir un trépied qui est assez haut, celui-là, il est capable de porter notre caméra à peu près à cette hauteur-là, là, au-dessus de 6 pieds, là, comme il faut. Fait que quand on pointe ça vers en haut, c'est plus facile. Euh, Celui-là, ben ça, c'est un petit 90. Ça rentre dans une valise d'avion standard. Le 144, il ne rentre pas. Fait que pour voyager, ça, c'est bien pratique. Puis ça, c'est pour voyager vraiment beaucoup, là. Déplié, il fait 3 pieds et demi, puis replié, il fait 10 pouces. Fait que quand on a à se déplacer beaucoup, là, c'est vraiment pratique. Monture équatoriale, en général, pas nécessaire parce qu'on veut souvent se déplacer lors d'une sortie. Par contre, ça peut ajouter beaucoup de qualité à l'image du ciel, c'est sûr, parce que si on a une monture équatoriale, on peut exposer 60 secondes, 90 secondes, tout ça. Donc, on va avoir beaucoup plus de signal par rapport au bruit. Opter pour le plus léger possible, c'est une autre affaire à traîner. Moi, j'utilise un système, c'est Pentax qui a développé ça, ça s'appelle le traceur astronomique. Il y a 5 ans, j'avais fait une présentation ici sur le traceur. Dans le fond, la façon que ça fonctionne, je pose mon appareil sur un trépied fixe, là. Mais quand les étoiles se déplacent dans le ciel, mon capteur se déplace en sens inverse. Fait qu'il vient compenser le mouvement des étoiles en se déplaçant dans le boîtier comme tel. Fait qu'on parle souvent de temps de pause là, en astrophoto fixe, la règle du 500 sur F ou du 300 sur F, 300 divisé par la focale. Fait que si j'ai une 30 mm, ben 300 sur 30, ça me fait une pause de 10 secondes avant que je commence à voir des traînées. Mais avec le traceur astronomique, je peux me rendre à 5000 sur F. Fait qu'avec avec une 50 mm, je peux faire 100 secondes sans qu'il y ait de traînée. Fait que c'est assez pratique pour ça. Fait qu'avec la 16 mm, là, ça va assez loin. L'emplacement, en astrophoto de paysage, on n'a pas le luxe d'utiliser des filtres à bande passante étroite. Hein? Fait que vraiment, là, faut se déplacer. Si je regarde là, les petites étoiles, c'est les endroits où je vais des fois. Là. Si j'ai besoin de shooter vers le nord ou vers l'ouest, ben je m'en vais jusque chez vous, Denis. Fait que, puis de l'autre côté, si on veut le sud ou l'est, ben là, l'Estrie, c'est vraiment les cieux les plus noirs. Oui? Ah oui, 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 oui. Fait que c'est ça, parce que vraiment, là, un ciel noir, c'est le dernier accessoire qu'on a de besoin là, pour faire de l'astrophoto de paysage si on veut du détail dans le ciel. La Voie lactée prise d'un ciel bleu montre beaucoup, beaucoup plus de détails, c'est sûr, que quand on le prend d'un site jaune, puis avec beaucoup moins de post-traitement. L'emplacement, pour trouver les emplacements, bon, moi, les endroits que je trouve, c'est souvent après avoir regardé sur Google Street View. On regarde les cartes, je regarde les cartes là, sur ordinateur, là, des après-midi de pluie, des soirées de pluie, là, puis à un moment donné, tu tombes sur une bâtisse qui a de l'air pas pire, tu regardes ça sur Street View, tu dis, ah, elle est tout proche du chemin, hein, ça va être facile. Fait que, on essaye ça. Puis là, avec une petite application qu'on a sur les téléphones, TPE, The Photographer's Ephemeris. Fait que ça, c'est vraiment pratique parce que ça nous dit, ça ici, c'est, mettons, je me dis, je me place ici. Là, les lignes qu'il y a là, c'est par où le soleil va se lever. Il va se lever ici sur la ligne jaune, il va se coucher sur la ligne orange. La lune va se lever sur la ligne bleue ici, elle va se coucher sur la ligne bleu foncé ici. Puis j'ai un petit outil, un petit pointeur que je peux utiliser qui va me donner des renseignements sur la direction. Fait que là, si je me mets sur le coin de la rue ici, puis que je regarde vers la petite bâtisse, bien ici, ça me dit que mon petit pointeur, il est à l'azimut 290 degrés. Fait qu'après ça, sur Stellarium ou whatever que vous utilisez, vous êtes capable de voir, bien, OK, qu'est-ce que j'ai à soir dans cette direction-là? Et ça donne que on peut voir qu'il y avait la Voie lactée qui tombait direct en arrière. Je me suis même pas déplacé, puis je sais que
si je savais tout de suite que c'était cette photo-là que je voulais faire. Là. La composition, fait que ça c'est sûr, il faut choisir un avant-plan. Des arbres, des granges, des rivières, des montagnes, même des herbes, des fleurs sur le site. Je vais parler deux minutes à la fin de ma présentation du groupe Facebook Montreal Astrophotographers. Vous allez là-dessus. Il y a quelqu'un l'an passé qui a mis une photo, on voit la Voie lactée, le ciel est super beau. Puis c'est juste des fleurs sauvages qu'il y a dans le cadre en bas. Ça fait super beau. On ne sait pas, ça peut être pris à peu près n'importe où, mais c'est ça, c'est de prendre des éléments du paysage autour puis d'essayer de mettre ça ensemble avec le ciel pour composer une image. Donc, trouver des convergences, se déplacer pour trouver différentes perspectives, se servir de la règle des tiers pour donner du punch à l'image. On est capable de placer nos éléments le long de ces lignes-là, le long de ces points-là, comme des 4 foyers hein, qu'on définit comme ça. Et puis, ça, c'était un exemple. Pris à la même place, c'est sa mère qui m'avait amené là, il y a 2 ans. Fait qu'on voit, la ligne d'horizon est à peu près au tiers. On a des convergences entre la rivière ici qui mène par là, la Voie lactée qui mène au même point, la ligne d'arbres. Tout ça fait que ça donne du punch un peu à l'image. Ici, la même affaire, on a placé un petit peu le clocher le long d'une ligne d'importance, de tiers. Puis ici, par contre, je suis dans un ciel qui est beaucoup moins noir. Fait que la Voie lactée paraît beaucoup moins. Fait que j'ai arrêté de me battre un peu pour essayer de faire sortir la Voie lactée. On fait juste ressortir du bruit à un moment donné. Là. Mais l'image est quand même intéressante pour moi parce que c'est ça. Il y a quand même une composition, puis on voit bien la Voie lactée. C'était l'été passé avec Saturne puis Jupiter dans le décor. Puis des fois, on se fout carrément de la ligne du tiers puis tout ça. Là-dessus, il n'y a aucun tiers nulle part. Là. La Voie lactée est bien droite, bien dans le milieu. Puis je me suis juste tassé, plutôt que d'être sur le bord de l'eau puis d'avoir juste de l'eau, puis la Voie lactée, je me suis tassé un peu à droite, je suis monté un peu sur la roche, puis j'ai pris un peu de la roche, puis j'ai pris un peu des pins qu'il y avait là. Puis là, vous voyez ça, c'est pris de porc au saumon. J'ai pas plus travaillé en post-traitement que les autres photos avant, là. Mais regardez comment que la Voie lactée, elle ressort. Elle ressort beaucoup. On voit super bien l'Amérique du Nord ici. Puis j'ai pas eu besoin de travailler. C'est venu tout seul parce que Port au Saumon, dans Charlevoix, le ciel y est noir. L'image que je vous ai montrée tantôt, fait qu'ici encore, on a une petite ligne d'horizon à peu près au tiers, on a la Voie lactée qui vient là. Puis on a comme une opposition sur les 2 foyers là, entre la petite ferme qui est ici, là, puis le cœur de la Voie lactée qui est là. Donc, toutes des choses qui aident à donner du punch à l'image. Et ici, on avait une petite église. C'était un soir, le mois de décembre, là, il y a 1 an, là, la petite comète Wirtanen était là. On attendait que le ciel se dégage un peu. Et puis, il y avait ce qu'il y avait d'intéressant. Il y avait un petit peu de lumière qui était restée allumée dans l'église, là, fait que ça donne un petit effet encore. Les rivières, c'est souvent intéressant parce que ça fait des lignes naturelles. Là. Fait qu'on a une convergence là, entre la Voie lactée et la rivière. Le ciel il est pas mal bleu là-dessus, puis on voit la montagne au fond est éclairée. La lune, c'est un premier quartier qui se couchait. Fait que j'essayais, en fait, j'ai manqué mon coup un peu. Je pensais que la lune allait éclairer un petit peu la berge de la rivière aussi, mais il y avait une montagne qui faisait de l'ombre. Fait que ça, j'aurais dû voir ça sur TPE, mais j'ai pas. Comment? Oui, c'est ça. Le pont qui traverse la rivière est là. Fait que la lune peut aider à ajouter un petit éclairage parce que des épinettes, là, c'est noir en tabarouette. Vous voulez faire ressortir du détail dans une montagne qui est couverte d'épinettes, s'il n'y a pas d'éclairage comme la lune, ça va être super long. À l'infini. La 16 mm, là, tu mets ça à l'infini, puis je pense que tu es sharp, même à F2, tu es sharp de 3 mètres à l'infini peut-être. Fait que c'est vraiment pas un problème avec la 16 mm.
une photo faite, c'est un panneau fait avec une 50 mm. Une 50 mm, c'est vraiment à avoir dans votre kit d'astrophoto, là, même si le champ est très réduit. Ça, c'est un panneau 2 par 2, là, fait que j'ai fait comme une photo là, une photo ici, une photo là, puis une photo là. Mais la Voie lactée qui passe à l'horizon l'été, là, on s'entend, là, on va chercher pas mal plus de détails avec la 50. Hein. 50 mm à f2, ça me donne un petit télescope de 25 mm. Ça commence à avoir du détail. Là. Fait que, puis là, ici, les rouges sont pas mal. J'ai comme boosté un petit peu la courbe des rouges, là, puis parce que c'est ça. Ici, ça a même permis de faire sortir un petit peu la nébuleuse du 4 pas là, qu'on appelle. Là. Chose que j'avais jamais réussi à faire avec la 16 mm. Des montagnes, c'est sûr. Dans l'Estrie, ça c'est le mont. Je suis à Sutton, fait que je regarde J-Peak. Puis les nuages, en astrophoto de paysage, les nuages, ça ne dérange pas autant qu'en Deep Sky. En Gaspésie, dans un ciel vraiment noir, on était à un camping. Il y a 2 campings à Forillon. Là, puis le deuxième camping, là, je ne sais pas si c'est la lumière des toilettes ou quelque chose, là, ça éclairait la montagne. C'est sur des longues pauses, là, c'est le genre d'affaire qui ressort. Ça, c'est fait avec une vieille 28 mm que j'ai fait une panneau avec. Avant d'avoir la 16, j'utilisais ma 28, puis je faisais des panneaux. C'était comme ça. Jouer avec l'aube puis le crépuscule. Ça, vous allez voir, c'est sûr, c'est pas une photo qui date d'hier. Hein? On voit Hale-Bopp. Fait que c'était en fin mars 97. Moi, j'étais chanceux, je restais sur le bord de la rivière des Outaouais. J'avais ça à tous les soirs, juste dans ma cour. Puis à un moment donné, j'attendais toujours qu'il fasse noir avant de prendre des photos de la comète. Puis là, ça vient trop basse. Juste comme je trouve qu'elle commence à faire vraiment noir, puis toutes les lumières des maisons sont allumées, puis moi, à l'horizon, je vois même à peine du orange. Je prends une photo comme ça sur du Kodak Gold 200, 45 secondes, puis le ciel sort tout bleu comme ça. Fait que quand le soleil est entre moins 12 degrés en dessous de l'horizon jusqu'à 18, là, dans cette période-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes à faire. Plus on se rapproche du 18 degrés, bien, plus la zone de couleur se rétrécit et baisse et se rétrécit pour être vraiment juste vis-à-vis du soleil. Ici, ça, c'est pris de Sutton. Le soleil, il est juste en dessous ici. Il est peut-être à 17 degrés. On voit encore toutes les étoiles dans le ciel. Mais ça prend, pour être capable d'aller chercher le petit orange qu'il y a là, il faut 0 obstacle à l'horizon. Là, on est dans la montagne, fait que c'est parfait. Puis il y a plein d'étoiles dans le ciel. C'est un lever de soleil. Ça, c'est un coucher de soleil. C'est la photo de tantôt, là, avec la Voie lactée, le triangle d'été. On est encore là, on est autour de 15 degrés. Le soleil est encore autour de 15 degrés en dessous de l'horizon. Ça, je me suis rendu compte que c'était tough. Tu sais, on voit ça, je voyais ça sur les photos au mois de février. La Voie lactée au mois de février, tu te dis, tu as le lever de soleil, puis tu as la Voie lactée. Mais c'est parce que là, le soleil, il va se lever, je ne sais pas où, là, mais en ce moment, là, il est quand même loin par là. Fait que pour avoir du orange jusqu'ici, il faut attendre que le soleil soit tellement proche de l'horizon. On est peut-être à 12 degrés, 14 degrés en dessous de l'horizon. Fait que là, le ciel est beaucoup trop brillant pour la Voie lactée. Fait que c'est pas facile toujours de réussir des photos comme ça. Ça, c'est le lac Memphremagog. Fait que ça, je pense que c'est le poste frontalier. Ici, là. Ouais, je pense que c'est le poste frontière. Eux autres, ils sont pas cheap sur l'éclairage. Comment? Une seule prise. C'est encore avec la 16 mm, fait que c'est 50-60 secondes. C'est pas mal toujours 50-60 secondes. Fait qu'on n'est pas obligé non plus d'avoir justement des ciels super noirs pour faire ce genre de photos-là. Ici, là, on voit, là, il y a un petit village là, qui éclaire beaucoup les nuages. Là. Quand le soleil est couché, ce n'est pas le meilleur spot pour prendre cette photo-là, mais avoir les derniers rayons de soleil avec les étoiles puis la neige.
Les types de prise de vue, grosso modo, je vais juste regarder comment ça marche, c'est beau. Euh, Quand on est sur place, on fait soit des photos simples, comme la photo qui me sert d'arrière-plan, ça c'est une exposition 90 secondes, schlack, pas rien d'autre. Des panoramas, hein, on prend plusieurs photos une à côté de l'autre pour donner plus de champ. Puis la fusion. Quand on utilise une monture équatoriale ou le traceur astronomique, on a des photos qui suivent les étoiles, fait que l'avant-plan est flou. Puis on a des photos où on fixe la caméra, fait que les étoiles laissent des traînées. Fait que j'ai une photo pour mon avant-plan, puis j'ai une photo pour mon ciel, puis on fusionne les deux dans Photoshop. Prise de vue simple, on essaye de garder des temps de pause assez courts pour diminuer le flou. Avec une monture équatoriale, on pourrait se rendre à 2, 3, 4, 5 minutes si on voulait. Mais là, c'est parce que l'avant-plan devient tellement flou que ça devient difficile de faire la fusion. Si on n'a pas de monture équatoriale, pas de traceur astronomique, moi je conseille 200 sur F plutôt que 300 ou 500. 500 sur F, même avec un capteur plein champ, je trouve que ça laisse beaucoup de traînées. Ça fonctionne bien vers le nord, parce que vers le nord, les étoiles ne bougent pas beaucoup. Fait que comme cette photo-là, justement. Ça fonctionne bien avec un avant-plan simple qui contient peu de détails. Si j'ai beaucoup de détails dans mon avant-plan, très très détaillé, ben, un petit flou, ça va paraître. Là. Fait que c'est moins facile. Fait que cette photo-là, la grande ours, la petite ours, une ligne d'arbre toute simple en avant, 90 secondes, puis ça n'a pas trop bougé. Celle-là, même principe, c'est une 60 secondes, puis là, ben, on peut voir, j'ai pas rien fusionné ici, là, c'est une pause simple. Fait que les arbres de ce côté-ci, plus près de l'équateur, sont plus flous que les arbres de ce côté-ci, plus près de l'étoile polaire. Prise de vue, bon, ben quel ISO on choisit? Moi, d'habitude, j'y vais pour le plus bas possible, sans perdre des détails dans les ombres. Fait que ça dépend de chaque caméra, il faut essayer. Moi, je dis qu'il faut essayer de garder ça le plus bas possible, tout simplement pour être capable de garder des détails dans les hautes lumières. Si on a, quand on photographie à partir de la région de Montréal, on a toujours un petit peu de pollution lumineuse, des fois des petits nuages. Si on booste les ISO, ça va sortir saturé complètement. Ça ne fera pas super beau. Puis, ça permet de garder des couleurs dans les étoiles. L'ouverture la plus grande possible pour laquelle on tolère les aberrations. Avec la petite 16 mm f2, je l'utilise tout le temps à f2. Parce que c'est pas, il n'y a pas beaucoup de temps, on regarde les coins de l'image, c'est pas si pire en termes d'aberration. Les panoramas, on prend plusieurs photos côte à côte pour couvrir un grand champ. C'est comme avoir un capteur de format moyen, mais pour le prix d'un APS-C. On est capable de faire des images de 50 mégapixels avec ça. Là, fait que, avec un capteur qui, lui, en a juste 16. Fait que c'est quand même intéressant. C'est quand même plus de qualité. Attention de corriger le vignetting avant de fusionner les différentes images. Faire un flat sur une 16 mm, c'est pas facile. Fait qu'on utilise plutôt les logiciels pour corriger le vignetting dans ce temps-là. Mais un flat ferait super l'affaire, c'est sûr. Donc, on prend des photos. Ici, j'ai pris 5 photos. Première photo, on voit la ligne avec la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Puis là, dans un logiciel comme tout simplement, moi j'utilise un gratuit, c'est Microsoft Ice Image Composite Editor. C'est gratuit. Et ça fait une super belle job. Il ne fait que ça, Microsoft Ice, faire des panoramas. Fait qu'il y a plusieurs options de disponibles. J'utilise aussi Photoshop Element qui vient avec PhotoMerge, qui est une petite application qui permet de faire des panoramas. Mais j'aime mieux Microsoft Ice. Les panoramas nous permettent d'aller chercher des grands champs puis d'aller chercher des éléments plus proches. Là, c'était là 2 ans après l'éclipse. J'étais allé au Nebraska. Puis je suis monté dans le Dakota voir les Badlands. Le ciel était vraiment noir. C'était de toute beauté. Fait que ça, c'est les Badlands qu'on voit en avant. Et puis, mais malheureusement, il y avait des feux de forêt. Et on voit ici la couche de boucan, des feux de forêt. Fait que le ciel n'était pas complètement noir. Ça, c'est de chez vous, ça? C'est le lac L'Escalier? Ben oui! Ben oui! Fait qu'une panoramique comme ça avec la 16 mm, si j'avais pris une 8 mm pour faire cette image-là, je n'aurais pas été chercher autant de détails dans la Voie lactée. Fait que c'est sûr que d'avoir une 16 mm puis de composer ici, j'ai tout simplement 1, 2, 3,
4, 5, 6 images stitchées ensemble et ça donne un panorama qui a quand même pas mal de qualité. Puis ça, c'est Montréal, ça qu'on voit là, hein, Denis? C'est Ottawa? Non, non, Ottawa est ici à droite. Oui. C'est fou, Montréal, tu as 165 km. Puis, fusion. Bon, je vais passer quelques minutes. Tout le monde me demande comment on fait pour fusionner des photos. Moi, avec mon approche paresseuse, il faut que ça soit simple. Fait que on prend une pose fixe puis pour l'avant-plan, puis une pose entraînée pour les étoiles. On fusionne dans Photoshop. Il faut garder exactement le même cadrage entre les deux, parce que sinon, avec la distorsion d'une 16 mm, là, ça devient difficile. Donc là, ici, j'ai croppé une image là, à 100% pour montrer un peu les détails. C'est ma pause de 3 minutes. J'ai fait une 3 minutes pour venir à bout de voir un petit peu de détails dans l'avant-plan. On voit les étoiles ont bougé beaucoup. Et là, j'ai parti le traceur astronomique. J'ai fait une pause de 60 secondes. Fait que là, les étoiles sont fixes, mais le détail des arbres, tout ça, c'est rendu flou. Ce que je fais, c'est dans Photoshop Éléments. Photoshop Éléments, là, ça se vend 160, là, mais attendez, allez chez Bureau en gros, dès qu'il y a une nouvelle version qui sort, il tombe à 80$. Là. Fait que c'est vraiment pas cher. Moi, j'ai jamais travaillé avec le vrai Photoshop, là, mais Photoshop Éléments fait tout ce que j'ai de besoin. Donc ici, ce que je fais, moi, c'est tout simplement, je fais la sélection de mon avant-plan Sharp avec l'outil sélection rapide qui est ici. Puis après ça, il y a un outil dans Photoshop Éléments. C'est pour ça que je garde beaucoup, je travaille beaucoup avec celui-là, plutôt que GIMP, qui est aussi gratuit. Il y a un outil qui s'appelle Refine Edge. Et ça, avec Refine Edge, je peux juste comme brosser le contour de ma sélection, puis il va comprendre que toutes les petites branches d'arbres, là, c'est ça que je veux sélectionner. Ça a été fait, cet outil-là, pour les gens qui voulaient sélectionner des cheveux. Parce qu'une des tâches que le monde font le plus dans Photoshop, c'est de « Ah, la photo de mon enfant est donc bien belle, mais l'arrière-plan est donc bien laid. » Fait qu'ils veulent copier leur enfant pour le mettre sur un autre fond. Mais sélectionner des cheveux d'une tête, d'une petite fille qui a les cheveux frisés, là, c'est vraiment pas facile. Fait qu'ils ont développé cet outil-là, Refine Edge, là-dessus. Puis ça marche pas pire pour aller sélectionner les arbres. Fait que je fais une copie de mon avant-plan qui est Sharp, puis je vais aller le coller sur ma photo où les étoiles sont Sharp. Mais là, évidemment, les arbres et tous les petits détails étaient flous. Fait que pour enlever les éléments flous, ce que j'ai fait ici, j'ai triché, j'ai pris l'outil clone qui est ici, puis j'ai copié le ciel qui est ici, je l'ai copié sur tous les petits détails que j'avais qui étaient Sharp. Fait que j'ai éliminé mon avant-plan, la limite de mon avant-plan. Fait que là, quand je colle les deux ensemble, ben mon arbre, si je n'avais pas fait ça, mon arbre ici qui est Sharp, ben il y aurait eu en arrière une espèce d'image fantôme floue de mon arbre. Fait que ça n'aurait pas fait aussi beau. Puis là, ben, mis ensemble comme ça, ben, on a un avant-plan Sharp avec une voie lactée Sharp. Ici aussi, on voit l'éclairage de la ferme éclaire la montagne. Ça, le moindre petit flou là-dedans, ça paraît parce qu'on voit énormément de détails. Même chose ici, une photo prise à part au saumon, c'est Mars. Hey, Mars était tellement brillante l'année passée, Caroline, on voit la réflexion de Mars dans l'eau. C'est pas tout le temps qu'on voit ça avec Mars. Fait que la Lune se levait, ça éclairait les arbres, fait que c'est super sharp. Il n'y avait pas de pardon là. Le fait de copier l'avant-plan différemment, là j'étais à une place, j'ai une lumière au sodium en arrière de moi, il y a une ferme plus à gauche, il y a une lumière au mercure, ça fait dégueulasse. Mais en travaillant mon avant-plan séparément, je suis capable de tout simplement assombrir mon avant-plan séparément, puis de le désaturer. J'ai juste assombri, désaturé, puis ça donne une image qui est quand même intéressante. Fusion des avant-plans complexes. Là, à un moment donné, on arrive à une limite. Là, la sélection rapide, là, elle ne peut pas tout faire. Ce que je fais, c'est on utilise des masques. Dans Photoshop Éléments, comme dans Photoshop, on peut mettre plusieurs calques, plusieurs layers en anglais. Donc, moi, j'en utilise un dans lequel je vais placer
mon image d'avant-plan. Fait que sur ce calque-là, j'ai mon image d'avant-plan qui est sharp, c'est la photo fixe. Puis dans ce calque-là, c'est mon ciel, c'est la photo où j'ai engagé le traceur astronomique pour être capable de suivre les étoiles. Et puis là, pour faire apparaître mon ciel sharp avec mon avant-plan sharp, je dessine un masque. Et pour dessiner le masque, ça se fait 95% du masque se fait tout seul. Hein. Moi, je suis paresseux. Hein. Si ça ne se faisait pas tout seul, en bonne partie, je ne le ferais pas. Fait que ce que je fais, c'est que dans mon calque de ciel, je vais sélectionner mon ciel de la même façon que j'ai sélectionné mon avant-plan tantôt avec le Refine Edge. Et là, quand il est sélectionné, je vais peser sur le petit bouton ici, calque. Et là, il m'apparaît un calque comme ça. Ce qui est en blanc, c'est comme un carton blanc. Le carton blanc est opaque. Puis le noir, ben, c'est comme si je l'avais découpé, mon carton. Fait que ça laisse passer, ça laisse voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Fait que par défaut, il va me faire un calque, un masque de calque avec en blanc ce que j'ai sélectionné, puis en noir ce qui n'était pas sélectionné. Fait que ça laisse voir en dessous mon avant-plan. Fait qu'un exemple de l'image de tantôt, là, ici, mes étoiles sont pas pire sharp, mon arbre il est pas pire sharp, c'était déjà à peu près tout fait. Il y a ici, juste dans la branche, on le voit, là, il y a un petit trait blanc. Bien, ça veut dire que c'est une étoile qui vient de ma photo d'avant-plan qui paraît encore. Fait que ce que je peux faire, c'est tout simplement avec l'outil pinceau, avec le blanc, je vais vouloir le mettre en blanc. Je vais aller avec un tout petit pinceau, 3-4 pixels, là, je vais aller peinturer mon étoile pour la faire disparaître. Puis ici, j'ai des branches qui sont floues un peu. Fait que je vais aller changer ça, je vais le transformer en noir pour faire passer cette partie-là dans la partie noire de mon calque. Et puis au total, ben, ça me fait encore là une image qui a les étoiles sharp puis l'avant-plan sharp. Ça, c'était pour la fusion. Juste un petit exemple de post-traitement bien simple que je fais pour mes images d'astrophoto. Développement RAW. Dans Photoshop Element, il y a une version light, si on veut, de Adobe Camera Raw qui vient, où j'utilise aussi Raw Therapy, qui est très complet, là, vraiment, qui est gratuit. Puis après ça, on retouche dans Photoshop Element. Donc, dans Adobe Camera Raw, ça c'est l'image brute. OK, on a 60 secondes, F2, 16 bits. Qu'est-ce que j'ai fait ici pour l'améliorer ici un petit peu? J'ai changé l'exposition, j'ai fait 2.25 sur le slider, l'outil Exposure. Ça, c'est comme si j'avais exposé à ISO 4000. Okay? C'est exactement ça que ça fait. Ça fait exactement la même chose que si, au lieu d'exposer à ISO 400 ou 800, j'avais boosté mon ISO. Sauf que pourquoi je n'ai pas fait ça à la caméra? C'est parce que ici, je peux, j'ai boosté le contraste aussi. Dans les highlights, je peux faire moins 100. Fait que là, j'ai baissé mes hautes lumières. Fait que je garde du détail dans mes hautes lumières. Si j'avais shooté à ISO 4000, j'aurais perdu beaucoup de détails dans les hautes lumières. Dans les blacks, ben c'est ça. Là, on ne veut pas tellement nécessairement faire ressortir les noirs, mais juste pour équilibrer la photo un peu, on peut en faire ressortir. Et ici, 16 bits par canot. Photoshop Element arrive par défaut, il va traiter tout en 8 bits. Fait qu'il faut aller dans les paramètres et dire qu'on veut garder l'image en 16 bits. Le deuxième petite retouche que je vais faire, c'est la balance des couleurs avec un outil, l'outil Levels, niveau en français, permet plusieurs ajustements. On travaille souvent avec cet outil-là. Ici, il y a l'outil pipette, le point gris. Le point gris permet de balancer les blancs, par exemple sur un point sombre de la Voie lactée vers le bas de la photo. Moi, souvent, c'est même je fais ma balance des blancs quand je suis dans un ciel assez noir. Par exemple, ici, là, généralement, le noir de la Voie lactée fait un bon point gris pour les photos. Après ça, pour booster un petit peu la photo, dans Photoshop Element, j'ai un petit plugin qui s'appelle Topaz Adjust. Ça coûte, encore là, je pense que ça coûtait 80, mais en spécial, tu l'as à 40. Là. Fait que c'est un petit plugin de Photoshop qui fait aussi pour Photoshop Element. Et là-dessus, on peut, Adaptative Exposure, ça fait une espèce de HDR, si on veut. Là. Il va faire ressortir la Voie lactée beaucoup.
La quantité de régions, c'est qu'on peut séparer notre image là, en différents carrés. Là, il est à 8, il est à 10, fait qu'il va diviser 10 par 10, il va traiter 100 parties de l'image séparément. Fait que ça fait un contraste plus adapté. Ça fait ressortir un petit peu plus. Mais si on le fait trop, ça donne des artefacts, c'est pas bon. La adaptative saturation, ça fait ressortir beaucoup les couleurs dans la Voie lactée, le brun, la nébuleuse. Il faut y aller subtilement. Là. Point 10, là, on peut se rendre à 1, là, on y va subtilement, là, mais ça fait une belle job. La prochaine étape que je fais, là, généralement, je set mon point noir. Okay, le point noir permet d'ajuster le fond du ciel. J'utilise les valeurs de 25, 25, 25. Mon point noir, par défaut, c'est 0, 0, 0. Mais c'est beaucoup trop noir. Avec la pipette noire, généralement, je vais aller chercher un point quand même assez haut dans l'image pour pas trop, on ne veut pas trop perdre non plus, tout tasser sur l'histogramme sur la gauche. Et puis, après ça, ouais, donc c'est ça. Et un autre ajustement qui est très pratique dans Photoshop, mais lui, il marche juste en 8 bits. Fait que c'est en dernier qu'on fait ça, c'est les calques d'ajustement. Très, très puissant, ça, dans Photoshop. Les calques d'ajustement, ça, c'est le calque d'ajustement de la teinte. Fait que le fait de passer de Topaz Adjust, ça m'a fait ressortir un petit peu de jaune en bas. On peut décider que c'est naturel. Si on est dans une zone quand même polluée, on le garde de même. Mais si je veux l'éliminer, je peux avec le calque d'ajustement, juste aller choisir cette teinte-là. Fait que je vais aller avec l'outil pipette, juste choisir cette teinte-là, puis je vais travailler la saturation puis la luminance juste de ces pixels de ce couleur-là. Fait que ça fait, là on voit l'image, elle a à peu près pas changé, mais elle a perdu sa teinte jaune. On peut utiliser ça aussi pour quand on a des aberrations chromatiques. Tu as du violet, tu as du vert, tu as du ci. Tu peux éliminer juste ce violet-là, juste ce vert-là. Très, très pratique. Ici, j'ai rajouté un petit masque de calque. Puis parce qu'en enlevant cette couleur-là, on s'est trouvé à enlever la couleur de la Voie lactée aussi. Fait que je l'ai peinturé un petit peu pour le ramener un petit peu. Fait que le masque permet de protéger les endroits qu'on ne veut pas modifier. Une dernière chose que j'ai faite, souvent à l'horizon, on a du air glow. Là. Quand on est capable, des belles photos, ça fait vert, c'est un fond vert. Quand on voit des détails dans le air glow, ça peut faire beau, mais quand c'est juste verdâtre, je l'aime plus ou moins. Fait que c'est difficile, c'est trop subtil pour être avec l'outil. Fait que juste encore dans le niveau, là, on peut assombrir le canal vert pour corriger la couleur du ciel près de l'horizon. C'est un petit ajustement qu'on peut faire. Donc, c'est comme ça qu'on passe d'une photo qui manque un petit peu de luminosité à une photo qui est un petit peu plus punchée. Un autre plugin fréquemment utilisé pour faire ressortir des étoiles brillantes, c'est Star Spikes Pro 4. Si je pars d'une image brute comme ça, puis je veux faire un effet Akira Fuji, c'est la patente qu'il faut utiliser. Donc, ça peut faire beaucoup, là il va fort, il est en route. Mais on peut l'utiliser plus subtilement. La photo de tantôt, là, ça paraît pas, on voit presque rien, là. Mais juste donner un petit boost, là, puis là, là, on voit le dragon, on voit la petite ours, on voit, ben là, la queue de la grande ours quand même apparaissait déjà assez bien au-dessus de l'épinette, là. Mais on a juste boosté un petit peu le dragon qu'on ne voyait pas pantoute. Un petit mot, je parlais de Montreal Astrophotographers. C'est un groupe Facebook avec lequel je participe souvent à des activités. Ce n'est pas un club d'astronomie, hein, c'est vraiment juste un groupe Facebook. Qu'est-ce que ça fait? C'est là pour le fun. Hein, c'est toute une gang de gens qui sont là pour explorer le ciel, regarder les étoiles, discuter de tout sujet lié à l'astrophoto. C'est pour connecter avec les gens. C'est un groupe Facebook, il y a 500 membres à peu près. Puis on essaye de se rencontrer, puis de partager nos trucs, nos idées. Donc, ce groupe-là est là pour apprendre, pour expérimenter, améliorer nos compétences. Ici, fait qu'on se ramasse des fois des petits groupes, des activités d'organiser. C'est sa mère qui est en arrière. Sa mère est là.
C'est sa mère qui a parti le groupe, qui est l'administrateur du groupe. Et donc, des fois, on se ramasse, comme là, une dizaine, on se trouve un spot en quelque part là, au Québec pour aller faire de la photo. Puis justement, ça, c'est une photo qui a été faite avec un fil diffuseur qui fait que les étoiles sont un petit peu puffées. Et c'est un groupe donc initié par sa mère, plus de 500 membres, 1 à 2 sorties par mois. On fait des sessions de traitement d'images. Après une grosse sortie, là, souvent sa mère il va lancer sur Facebook, on se rencontre à l'Anticafé, puis on va jaser, on va traiter les images qu'on vient de prendre. Fait que c'est gratuit. On fait du covoiturage. Le traceur astronomique, on me demande comment fonctionne le traceur astronomique. Le traceur astronomique, c'est dans les caméras Pentax, la stabilisation de l'image, c'est pas comme dans Canon, que c'est l'objectif, qu'il y a un objectif en quelque part qui bouge. Dans la caméra Pentax, c'est le capteur qui bouge pour compenser nos mouvements. Il y a un ingénieur chez Pentax qui a eu la brillante idée de dire, si on est capable de bouger le capteur, on est capable de le programmer. Fait qu'il a dit, si on est capable de montrer à la caméra où aller sur la Terre, il est quelle heure, dans quelle direction que je pointe, quelle lentille que j'utilise, on est capable de dire au capteur, fais tel mouvement pour suivre les étoiles. Fait que c'est tout simple que ça. Là. Moi, dans ma caméra, je prends ma photo, je me mets sur le mode bulb, je pars mon GPS, parce que pour donner toutes ces informations-là à la caméra, il y a un GPS avec une boussole dedans. Et donc là, la caméra, elle sait exactement où aller, elle sait exactement dans quelle direction elle pointe. Et quand je pars mon traceur astronomique, là, automatiquement, le capteur va se déplacer pour suivre les étoiles. Et voilà.